Je suis un peu en retard sur le planning, donc aujourd'hui je vais vous présenter les lectures de mai. Il y en a 7 au total. Et niveau achat, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble que j'ai acheté que 5 romans au mois de mai. Du coup, ma palle début juin était à 85, donc tout doucement ça baisse. Parmi ces 7 lectures, il n'y a pas vraiment de coup de cœur, il y a des très bonnes lectures, mais dans l'ensemble c'était plutôt des lectures dans la moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne. J'ai passé un bon moment, mais elles ne me laisseront pas un souvenir impérissable. Cependant, peut-être que ça vous plaira plus, ou peut-être que ce sont des romans que vous avez lus et que vous avez beaucoup aimé. N'hésitez pas à me le dire, et je vous laisse regarder maintenant cette vidéo. Je vais commencer avec les sagas, et plus particulièrement une saga terminée, puisqu'en mai j'ai lu le 3e et dernier tome de Steam Seller de Elias Green, publié chez Gulfstream Editor. Alors que dire, dans l'ensemble c'était une saga sympa, mais comme je disais juste avant, ça va pas me laisser un souvenir impérissable. J'ai trouvé les personnages attachants, il y avait de l'humour, j'ai beaucoup aimé l'audio, j'ai trouvé qu'il était très bien narré, avec des voix différentes pour les personnages, pour leurs caractéristiques, on était vraiment bien plongé dans l'ambiance. L'univers est très original, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Maintenant j'ai trouvé que c'était un peu inégal au niveau du rythme entre les tomes. Par exemple, le premier tome est très bien pour découvrir l'intrigue, il y a suffisamment de temps pour poser le contexte, pour découvrir les personnages, et en même temps, il y a de l'action. Le deuxième tome était un peu plus plan-plan à mon sens, et dans celui-là, par contre, c'est tout le contraire. Les rebondissements, les actions s'enchaînent non-stop, il y a une tonne de péripéties, les personnages n'ont pas un moment pour souffler. Et donc ça donne vraiment une impression de rythme effréné, donc c'est très chouette. Mais par rapport au tome d'avant, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu trop inégal. J'aurais préféré que ce soit un peu mieux équilibré et qu'on ait peut-être un peu plus de temps aussi pour faire redescendre la tension à la fin. Donc c'était une chouette saga que je recommanderais à des adolescents, ou si vous aimez l'univers steampunk, l'univers de la piraterie, mais ça ne sera pas un coup de cœur pour moi. Autre saga continuée, il s'agit de Pages & Co, le tome 2. Donc dans cette saga, on suit Tilly qui est une book wanderer. Elle peut voyager dans les livres et rencontrer ses héroïnes et ses personnages de romans préférés. Et elle vit au-dessus d'une librairie avec ses grands-parents, librairie qui appartient donc à ses grands-parents. On est dans un univers anglais très cocooning, très sympa. Ça reste très jeunesse, donc je dirais plutôt à partir de 8 ans, et c'est peut-être plus adapté pour des enfants entre 8 et 12-14 ans. Là, on a une nouvelle intrigue, donc on a toujours des petites histoires de fond, mais on a une nouvelle intrigue puisque la société des Book Wanderers est... Alors, je disais avant d'être coupée, donc on est dans une société de Book Wanderers où leur hiérarchie va être mise à mal avec un nouveau personnage qui arrive pour prendre la direction et qui a l'air un peu louche. Et en même temps, on a toute une intrigue autour des contes de fées qui commencent à disparaître. Et Tilly et son meilleur ami Oscar vont en quelque sorte se retrouver au cœur de l'action et mêlés à toutes ces intrigues. Donc c'était très chou. Comme dit, ça restera pas ma saga préférée parce que je pense qu'il aurait fallu que je la lise un peu plus jeune. Et j'ai tendance à trouver qu'il y a peut-être un peu trop des fois de bons sentiments et de un petit côté, pas moralisateur, mais voilà, un peu très mignon, des belles paroles de tolérance, mais qui sont un peu too much et qui sont mises en avant même dans des moments où il n'y en a pas forcément besoin. Ça me rappelle un peu T.J. Klune qui a plein de très beaux messages de tolérance, de diversité, mais qui a tendance à vouloir tellement les caser partout qu'on a plus l'impression des fois de lire du développement personnel. Alors là, c'est pas le cas, mais voilà, je trouvais qu'il y avait un petit côté un peu gnangnan par moment. Néanmoins, je continuerai cette saga. Autre lecture de saga, puisque j'ai avancé dans pas mal de sagas au mois de mai. Il s'agit du tome 6 de Son espionne royale de Rhys Bowen, que j'ai ici dans la double édition France Loisirs. Et cette saga, je me répète, mais c'est vraiment une saga où quand j'ai lu les 2 premiers tomes, j'étais pas du tout convaincue. Et maintenant, plus je la lis et plus c'est en passe de devenir une de mes sagas de Cozy Mystery préférées. J'adore. J'adore retrouver les personnages, j'adore retrouver l'ambiance caractéristique, l'humour de Georgie. C'est vraiment super chouette. Et ce tome 6 est pour l'instant mon préféré. Alors il se passe à Noël, donc je ne l'ai pas lu à la bonne période. J'imagine que ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau de le lire un jour où il y a pas mal de neige, de choses comme ça. Mais c'est pas grave, en mai ça passait encore très bien.
et s'appelle Son espionne royale et les 12 crimes de Noël. Donc comme le titre l'indique, il va y avoir 12 crimes de commis, des crimes qui ressemblent tous à des accidents et on a l'impression au départ qu'ils n'ont aucun lien les uns entre les autres. Georgie, elle a quand même des gros doutes par rapport à ça et elle va essayer de mener son petite enquête en douce. Comme d'habitude, on a les personnages secondaires qui font leur apparition, donc le beau Darcy, on a la mère de Georgie qui est là, on a sa femme de chambre que elle, je n'aime pas trop. Il n'y a pas Belinda, si je me rappelle bien. Donc ça, c'était un gros point positif puisque c'est pas un personnage que j'apprécie. Et donc dans l'ensemble, vraiment, l'enquête était géniale, hyper bien menée. C'était difficile de trouver le coupable, j'avais mes doutes, mais seulement vraiment à la fin. Et j'ai beaucoup aimé tout le raisonnement autour de ces crimes. Donc vraiment, si jamais des fois vous hésitez sur certaines sagas, il faut en avoir envie, mais je trouve que parfois, de se laisser 1, 2, voire 3 tomes pour décider, ça en vaut la peine parce que des fois les auteurs, on sent qu'ils tâtonnent un peu au début et qu'après ils prennent leur marque, ils ont leur univers en tête, ils connaissent bien leurs personnages et ils arrivent à nous les faire aimer d'autant plus. Une autre saga que j'ai continuée, c'est Les cendres sous les coquelicots de Karin Pitoki aux éditions Charleston, donc le tome 2 sur 3 tomes sortis pour l'instant et un 4e à venir. Dans ce tome-ci, on est pendant la Première Guerre mondiale et on va resuivre les mêmes personnages que dans le premier tome, donc Julia, Emily, Caroline, et on en découvre d'autres, notamment une jeune femme russe, Elena, et il me semble qu'il y avait d'autres personnes, mais j'ai un peu oublié. Ah oui, une institutrice française aussi qui s'appelle Florine. Ce tome était intéressant parce que ce que je reprochais au premier tome, c'était qu'il ne soit pas assez étoffé. Et là, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus du tout le cas. Donc, elle a pris son temps. Il y a beaucoup de renseignements historiques. Enfin, on sent que vraiment, elle a fait des énormes recherches sur la période historique de tous les côtés, hein, que ce soit peut-être côté allemand, côté russe, côté français, anglais. Donc ça, c'est hyper appréciable. Les personnages sont aussi un peu plus travaillés, c'est un peu plus étoffé. On a moins l'impression que c'est survolé pour nous les présenter rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Là, on est dans le vif du sujet. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment très positif. Néanmoins, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas complètement à accrocher à cette saga malgré tout. Peut-être parce que ça ressemble beaucoup à des choses déjà faites, donc la Villa aux Étoffes, Downton Abbey, etc. Ou peut-être, enfin je ne sais pas comment expliquer, mais en fait je ressens pas vraiment d'émotion. Et du coup, c'est un peu plat pour moi dans le sens où je lis. J'ai l'impression de lire une suite d'événements qui s'enchaînent, mais je ne suis pas spécialement attachée aux personnages. Et ouais, voilà, je ne ressens pas d'émotion particulière pendant ma lecture, malheureusement. Et j'ai tendance à trouver les romances, les histoires d'amour dans le roman, toujours un peu niaises, un peu faciles. Voilà, je préférerais, enfin, on est dans un contexte dramatique, j'aurais envie qu'il y ait un peu de tragique, un peu de... Oui, quelque chose d'un peu plus dramatique, un peu plus épique. Et je trouve que souvent on a des histoires d'amour un peu cucu où ils se rencontrent pour la première fois, ils se regardent et tout de suite ils ont un courant d'électricité qui leur passe dans le corps, ils rougissent et c'est tout de suite le grand amour. Et voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus, moins cinématographique, mais cinématographique dans le mauvais sens du terme, et quelque chose peut-être d'un peu plus terre à terre. Après ça, je pense que c'est vraiment moi parce que j'ai cherché et j'ai pas vu une seule critique mitigée ou négative sur ce tome-là et de manière générale sur la saga. Donc je pense que je suis vraiment pour le coup l'exception qui confirme la règle. Donc si vous aimez les sagas historiques, clairement, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, j'ai lu un roman d'une autrice qui me tendait depuis très longtemps, puisque quand son premier roman est sorti en France, il a eu beaucoup de succès. Et après ça, la maison d'édition en a sorti quasiment un par an. Il s'agit de Stacey Halls avec La Nurse du Yorkshire qui est publié aux éditions Pocket. Alors ça, c'est un de ses plus récents. Le premier qui était sorti en France, c'était Les Sorcières de Pendle, que j'ai toujours pas lu. Ça, c'était vraiment le premier roman que je lis de cette autrice. Mais ça a été une très bonne surprise. Dans ce roman, on va suivre une nurse qui vient d'une école assez réputée qui forme les gens, qui a été dans plusieurs familles, et elle doit quitter la famille dans laquelle elle est employée puisque cette famille va déménager aux États-Unis. Elle ne veut pas quitter l'Angleterre puisqu'elle veut rester proche de sa famille
et de ses frères et sœurs surtout. Et on sait que son passé est assez particulier, elle a vécu des choses terribles, mais on va le découvrir petit à petit dans le roman. Et elle va se retrouver à être engagée par un homme, Mr. England, pour s'occuper de ses enfants. Il vit dans un endroit assez reculé, voilà, dans le Yorkshire, dans une sorte de, il faut imaginer une sorte de manoir dans la brume, pas beaucoup de voisins, une atmosphère un peu lugubre. Et Mrs. England, elle est très très particulière. On a l'impression qu'elle oublie tout le temps des choses. Elle a l'air toujours un peu évanescente, très fragile, passe beaucoup de temps dans sa chambre. Elle ne s'occupe pas de ses enfants. On a l'impression qu'elle est à moitié folle et que malheureusement, le pauvre Mr. England, il n'a pas le choix que de faire contre mauvaise fortune bon cœur et il essaye de s'occuper d'elle du mieux qu'il peut, mais il est complètement dépassé par la situation puisqu'à cette époque-là, en plus, les hommes n'avaient pas l'habitude de s'occuper de tout ce qui était des questions d'éducation des enfants, de gestion d'une maison, de l'intendance, etc. Donc la nurse, elle arrive et elle va vraiment sentir qu'il y a tout un mystère autour de cette famille, mystère qui va être révélé petit à petit. Bien sûr, la vérité n'est pas là où on croit. Et c'était une très bonne lecture qui emprunte un peu au roman d'atmosphère gothique, ou en tout cas c'est ce que l'autrice essaye de faire. J'ai vu plusieurs comparaisons à Rebecca Daphné du Maurier ou à cette autrice de manière générale. Alors clairement, je ne trouve pas que cette autrice-là atteigne le niveau de Rebecca, qui pour moi est un chef-d'œuvre, ou le niveau des autrices de romans un peu gothiques, noirs de la période fin 19e siècle, début du 20e. Mais c'est un roman qui fait le job, qui est assez intéressant, qui arrive à instiller suffisamment de petites angoisses et de suspense pour qu'on ait envie de toujours tourner les pages. Mais au final, on devine un peu facilement les tenants, les aboutissants, de manière grossière, hein, pas les petits détails, mais on se doute un peu de ce dont il faut se douter, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que ce ne sera pas un coup de cœur, mais en tout cas c'est une très bonne lecture. Je trouve que l'autrice écrit très bien, elle arrive à nous embarquer, elle nous rend accrochés à l'histoire. Ces personnages étaient intéressants, ils sont assez fouillés niveau psychologie, donc ça j'ai beaucoup apprécié et clairement je lirai d'autres romans d'elle. On passe à un roman qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux puisqu'il a mis en lumière une toute jeune autrice, donc c'était le roman de ses débuts. Et depuis, elle a écrit plusieurs romans et son succès ne fait que se confirmer. Je parle de Clara Hérault avec le roman Nos plus belles années publié chez Hachette Romans qui a gagné le concours Nos futurs. Dans ce roman-là, en fait, on va suivre deux jeunes femmes qui viennent de passer leur bac et qui vont déménager de Bordeaux à Lille pour faire des études dans un institut d'études politiques, il me semble. Donc elles s'appellent Jade et Ambre, elles sont meilleures amies depuis l'enfance. Et elles ne pourraient pas être plus opposées l'une à l'autre. Donc on a d'un côté Jade qui est une personne ultra sociale, solaire, hyper à l'aise en société, souriante, qui aime bien quand même être au centre de l'attention, mais qui a quand même des failles aussi qu'elle ne montre pas du tout. Et à côté, on a Ambre qui est vraiment la jeune fille ultra sérieuse, les études c'est le plus important, elle ne boit pas, elle n'aime pas rencontrer des nouvelles personnes, elle a vraiment son petit groupe d'amis hyper restreint et elle ne cherche pas vraiment à s'ouvrir aux autres parce qu'il y a un côté aussi peur des autres, elle ne se sent pas à l'aise en société. Et on va vraiment découvrir comment la vie étudiante va agir sur elles deux, sur leur caractère et va les mener à s'éloigner un peu. Il y a aussi une histoire, enfin ce qui est au centre de l'histoire, c'est qu'il y a un viol dans ce roman. Ça fait partie des trigger warnings au début du roman. Et on va voir comment ça se passe en fait. Ça va vraiment traiter des violences sexuelles à l'université. Et j'ai trouvé que ce côté-là était hyper bien rendu. Les week-ends d'intégration, les soirées au début, les parrainages, les rencontres, le fait de ne pas connaître du monde et d'essayer de bien se faire voir au début, l'alcool qui coule à flot, c'était hyper réaliste. Alors moi, j'ai pas fait de fac politique, mais j'ai fait des études de médecine et clairement, ça m'a vraiment rappelé les soirées des premières années avec un œil nouveau qui m'a mis parfois un peu mal à l'aise parce que je me suis rendu compte de plein de comportements parfois un peu inadaptés qui à l'époque étaient considérés comme tout à fait normaux, ou en tout cas qu'on n'aurait jamais pensé à critiquer, mais qui aujourd'hui le sont. En tout cas, on se rend compte que c'était pas 100% normal.
Enfin bref, on pourrait parler de ça très très longtemps. Donc ça met un peu mal à l'aise parce que ça renvoie à d'anciennes expériences, même si moi personnellement j'ai pas de mauvaises expériences, mais ça m'a fait penser à des choses que j'aurais pu voir ou vivre et où on ne s'est pas vraiment rendu compte que ce n'était pas normal. Voilà, mais sinon j'ai trouvé que c'était très bien rendu, c'est vraiment un roman nécessaire qui met en lumière ses comportements, donc ça, bravo à Clara de l'avoir fait. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que ce viol n'est pas tourné de manière cliché, c'est pas un inconnu dans un parking, on est dans une zone vraiment grise où c'est vraiment basé sur le consentement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu consentement ou non? Enfin, il n'y a pas eu consentement, mais est-ce que l'absence de mention nette et claire de la part de la victime, est-ce que le fait qu'elle n'ait pas dit non de manière complètement claire est un argument en sa faveur ou en sa défaveur? Et on a tout le processus après de culpabilité de la victime qui se dit mais c'est ma faute, j'ai pas été claire, forcément c'est normal, c'est moi qui avais initié l'échange de séduction, donc je suis forcément un peu coupable, mais en même temps ce qu'il m'a fait c'est pas bien. Et elle va bien sûr, ça va être une descente aux enfers pour cette personne qui en plus s'éloigne de ses amis et n'arrive pas à en parler. Donc voilà, sur ce côté-là, rien à redire, c'était bien écrit, c'était bien retranscrit, c'était nécessaire. Maintenant, je ne me suis pas trop attachée au personnage parce que j'ai trouvé que les deux héroïnes étaient très clichés. Comme je vous disais, elles sont diamétralement opposées l'une à l'autre et j'ai trouvé que c'était même un peu trop, au point où on se demande vraiment sur quoi repose leur amitié et comment est-ce qu'elles peuvent être amies parce qu'elles ne partagent absolument rien. Elles n'ont pas de goût en commun. Elles se tirent pas forcément vers le haut l'une l'autre. Enfin, elles font rien ensemble. Elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs. J'ai eu du mal à croire que cette amitié débutait en primaire et puis durait jusqu'à l'âge adulte et continue parce que ça me paraissait irréaliste dans ce contexte. Mais sinon, c'était un bon roman. Mais voilà, le fait que les personnages principaux soient trop caricaturaux pour moi a fait que j'en ai une impression, alors pas mitigée, mais voilà, j'ai mis je crois 3,5 au roman parce que voilà, ça a vraiment fait pencher la balance en sa défaveur. Mais ce roman a eu quasiment que des très très bonnes critiques, donc vraiment n'hésitez pas à le lire. Et c'est le genre de roman que malgré ses petits défauts, j'aurais tout à fait tendance à vouloir offrir à une jeune fille de mon entourage, une ado ou une ado qui va rentrer dans l'âge adulte prochainement pour lui ouvrir un peu les yeux sur ce qui peut se passer dans le milieu universitaire. Je vais finir avec un roman que j'avais dans ma palle depuis très longtemps, que vous ne connaissez sans doute pas parce qu'il a été très peu vu sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Nos secrets trop bien gardés de Lara Prescott. Alors je dis très peu vu sur les réseaux sociaux, ça dépend lesquels vous regardez puisqu'il faisait partie d'un des choix du Reese Book Club. Donc c'est le book club fondé par l'actrice Reese Witherspoon où chaque mois ils lisent des romans écrits par des autrices. Et il y a quelques années, c'était un des romans choisis. C'est peut-être sans doute pour ça que je l'avais acheté parce que j'aime bien les choix qu'elle fait en général. En tout cas, à chaque fois, les romans m'intriguent. Dans ce roman-là, on va être en pleine guerre froide et on va suivre le très célèbre écrivain Boris Pasternak qui a écrit Le Docteur Zhivago. Et à l'époque, ce roman, l'Union soviétique, le gouvernement était totalement contre puisqu'ils considéraient que ce roman véhiculait des idées anticommunistes et ils vont tout faire pour empêcher sa publication, y compris faire pression sur la muse de Boris Pasternak qui était sa maîtresse Olga qui va se retrouver envoyée au goulag, histoire de faire pression sur lui et pour qu'il arrête d'écrire. Donc d'un côté, on va suivre Olga et Boris, leur histoire faite de beaucoup de péripéties, de hauts et de bas. Et de l'autre côté, on va suivre comment la CIA, dans le but de gagner une des batailles de la guerre froide, va essayer de faire rentrer le roman en Europe, le faire traduire, le diffuser en Europe et ensuite le diffuser même en Union soviétique au nez à la barbe du gouvernement. Donc on va suivre une jeune femme qui est d'origine russe mais qui vit en Amérique et qui va être embauchée par la CIA. Et à côté de ça, cette histoire-là de cette jeune femme est aussi racontée au travers des personnages qui ne sont pas vraiment nommés mais qui sont les dactylos. Donc ce sont les femmes qui travaillaient à l'agence de la CIA.
et elles vont raconter un peu l'histoire, comment tout s'est passé, mais en ayant un regard un peu extérieur. C'est comme si elles étaient les narratrices de l'histoire, qu'elles avaient toujours été autour, mais jamais au cœur de l'action. Et j'ai vu dans les critiques pas mal de gens dire qu'ils n'avaient pas trop aimé ça, qu'ils avaient trouvé que ces passages-là étaient sans intérêt, qu'ils étaient plutôt intéressés par l'histoire d'Olga, l'histoire d'Irina, où elles étaient vraiment au cœur de l'action. Moi, au contraire, j'ai vraiment adoré cette manière de raconter l'histoire. J'ai adoré en apprendre sur un épisode de l'histoire complètement inconnu pour moi. Et j'aime beaucoup ce genre de petite, j'appelle ça une petite anecdote parce que dans tout le contexte de la guerre froide, c'est un petit détail, mais ça fait partie de toutes ces petites choses qui ont peut-être changé le cours de l'histoire et qui ont permis de faire basculer l'Union soviétique, de donner un peu plus de pouvoir à l'Occident. Donc c'était vraiment hyper intéressant à lire. Si ça vous intéresse, si vous aimez l'histoire, si vous avez envie d'autre chose que la Première et la Seconde Guerre mondiale, je vous le recommande. Ma vidéo est donc terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez eu des nouvelles idées de lecture. En attendant les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt, je l'espère, je vous souhaite de belles lectures. Salut!